Bien le bonjour, c'est Vianney et aujourd'hui je ne suis pas dans mon appartement, dans mon petit studio. Il y a mon père qui voilà, se promène là-bas derrière. Fais coucou. Voilà. Donc on n'est pas dans mon petit studio, enfin dans mon petit appartement, on n'est pas dans le décor de Nao. On est sur un terrain, voilà, mais on n'est pas venu pour venir voir le petit embrailleur qui est derrière moi. On est venu pour autre chose. On avait besoin de modèles pour des dessins et les modèles en question, ils sont là. On est venu voir des Dassault Flamands, c'est parti. Hop, on s'arrête 2 minutes. Déjà, étant donné que le son des vidéos est loin d'être bon, je me transforme en voix off. Et bien évidemment, je vais vous montrer l'intérieur des machines, mais avant, on va parler vite fait de leurs origines. Le Nord Alpha et les 2 Dassault Flamands que vous avez pu voir appartiennent à l'amicale des avions anciens d'Albert. Cette association est basée sur l'aéroport d'Albert, mais les plus mordus d'aviation le connaissent certainement sous le nom de Méholt, car oui, les nez d'Airbus sont fabriqués juste à côté. Comme vous avez pu le voir, l'amicale a 2 Flamands différents, un MD-311 qui est un bombardier de 1952 et un MD-312 de transport qui lui date de 1953. Et si vous vous souvenez bien, vous avez déjà pu les voir sur cette chaîne. Ces 2 versions sont dérivées du MD-315 de transport sanitaire. Ces machines étaient les premières machines françaises à équiper l'armée de l'air après-guerre, autant dire que les pilotes étaient contents de retrouver du Made in France dans les hangars. Pourtant, c'était pas vraiment bien parti, car les 311, 312 et 315 sont tous dérivés d'un avion qui n'était pas vraiment prometteur, le MB-303. Et oui, j'ai bien dit MB et non pas MD, car les Flamands sont les premiers avions d'assaut, mais pas les premiers avions de Marcel Dassault. Avant-guerre, ce monsieur s'appelait Marcel Bloch, et produit pas mal de machines, dont plusieurs chasseurs qui sont utilisés par l'armée de l'air. Il est arrêté à plusieurs reprises sous le régime de Vichy, entre autres parce qu'il est juif et politiquement gênant. Il est même déporté à Buchenwald, et pendant ce temps-là, il réfléchit à un avion, un petit bimoteur pour le transport, bref. Après-guerre, il change de nom, pour Bloch Dassault, et ne garde que Dassault par la suite. Et donc l'avion auquel il réfléchissait en détention, c'est le MB-303 qui volera en février 1947. Mais c'est pas vraiment une excellente machine, elle sera entièrement repensée en 5 mois pour donner naissance au MD-315, et pour le reste, vous connaissez. Allez, maintenant retour au hangar pour voir l'intérieur de la bête. Nous commençons la visite en montant dans le 312 avec Cédric, par qui nous avons contacté l'amicale. A l'origine, cette machine avait plus de sièges, mais certains ont été retirés pour faciliter l'accès dans la machine. Et bah oui, parce qu'on n'a pas autant de place que dans un Airbus. Une fois que nous avons fait le tour du fuselage, nous avançons jusqu'au cockpit qui recevait 3 personnes, le pilote, le copilote et le mécanicien navigant. Comme beaucoup de machines de cette époque, le mécano-navigant gère principalement les réservoirs et la navigation, pendant que le pilote et le copilote, ils pilotent la machine. Il n'est pas possible de piloter le 312 à une seule personne, car toutes les commandes ne sont pas accessibles. Les Flamands sont équipés de moteurs V12 Renault, qui sont des dérivés des moteurs allemands Argus, et ils ont donc récupéré les systèmes de gestion automatique de pas d'hélice, de mixture, etc. Et une petite option sympa, cet avion est déjà équipé d'un système d'inversion de pas d'hélice pour aider au freinage, ce qu'on appelle des reverse. En jetant un œil, je suis tombé sur un instrument plus récent que les autres. Pour des obligations légales, l'avion doit être équipé d'un transpondeur, mais aussi une radio HF moderne. Et pour simplifier la navigation, un système EADI a été bien caché au milieu des cadrans d'origine. Un EADI, en gros, c'est un tableau de bord complet sur un seul écran.
Une question que l'on se pose quand on est pilote de simu, et que l'on a galéré pendant des heures à faire du roulage et à faire des ronds par terre, c'est comment sont gérés les freins. Ici, c'est un frein différentiel géré par les pédales du palonnier, comme le faisaient les Allemands et les Américains pendant la guerre, et comme le font la plupart des avions aujourd'hui finalement. Et détail intéressant, la roulette avant n'est pas directionnelle, il est possible de la bloquer dans l'axe de l'avion pour le décollage et l'atterrissage, mais si on la déverrouille, elle n'est pas commandée, et elle va donc suivre l'avion. Pour ce qui est des systèmes, on retrouve des volets hydrauliques, une trim de profondeur et une trim de dérive, donc pour gérer le tangage et le lacet, et toutes les commandes ont des petits volets qui permettent de réduire les efforts à exercer sur le manche, que l'on appelle des tabs anti-tab. Histoire de se la péter sur les meetings, on peut rester en décapotable au sol en ouvrant les vitres supérieures, s'il n'y a ni vent ni réacteur à proximité. Cédric m'explique que ce cockpit, une fois en l'air, est très confortable et permet une bonne visibilité, faisant oublier que l'on est dans une machine de 6 tonnes. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, je trouve que c'est assez peu quand on sait qu'un P-47 monomoteur pouvait décoller à 8 tonnes. Mais on m'a fait remarquer plus tard que le P-47 avait 2000 chevaux alors que le Flamand n'a que 2 fois 580 chevaux, ou 620 en overboost. Et vu comme ça, effectivement, ça change tout, et mine de rien, il consomme déjà pas mal, avec 400 litres à l'heure en démonstration et 200 litres à l'heure en économique, ce qui lui laisse environ 4 bonnes heures d'autonomie. Nous faisons ensuite le tour des différents petits systèmes électriques, et dans le lot, il y a un allume-cigare, pour recharger l'iPad et les téléphones portables, car la nav se fait souvent avec un iPad, et les échanges entre avions se font par texto s'il n'y a pas d'urgence. Actuellement, seules 3 personnes sont qualifiées et formées pour piloter les Flamands dans l'association, contre 5 personnes qui peuvent piloter le Nord Alpha. Tout simplement parce que la qualif bimoteur coûte cher. On finit par redescendre, et là je tombe nez à nez avec un petit échappement. Pour plaisanter, je demande si c'est un petit APU, donc un groupe auxiliaire de puissance, et en fait pas du tout, c'est une chaudière au fioul, qui servait au chauffage de la cabine, à côté de laquelle on retrouve un urinoir, qui est composé d'un tuyau avec un entonnoir au bout, la grande classe quoi. Avant de monter dans le 311, nous nous arrêtons sur le moteur. J'explique que j'avais vu sur le meeting de Cambrai le 311 avec les trappes retenues par des câbles, et l'un des mécanos m'explique que ce sont des radiateurs qui sont amovibles pour accéder aux pipes d'échappement qu'il faut contrôler tous les jours et remplacer très souvent. Et il est quand même possible d'en cramer 3 en une seule journée pendant un meeting. Le problème c'est qu'elles ne sont pas toutes accessibles, et souvent l'intervention qui consiste à retirer 3 vis prend plus de temps que prévu, mais avec l'habitude ça se fait en 15 minutes. Et là mon père remarque une chose intéressante, il y a des systèmes de projection de dégivrant au pied des pales d'hélice. Bah oui, avec la rotation, l'extrémité de l'hélice va trop vite pour que le givre tienne dessus, donc on ne dégivre que le centre. Cédric a dû nous laisser car il a été appelé sur un autre avion, sur un autre terrain, mais il nous a confié à Florent, qui a fait de la recherche de documentation aéronautique sa spécialité. Avant de monter, il répond à une question que je me pose depuis des années, à quoi servent les câbles que l'on retrouve à l'arrière des ailerons ? Il me dit qu'on retrouve ça uniquement sur les avions métalliques, et c'est pour une bonne raison. Un avion en métal, ça peut prendre la foudre, et c'est rarement une bonne chose, et ces mèches métalliques servent à décharger l'avion dans ce cas-là, en faisant ce que l'on appelle la métallisation de l'avion. Bref, une fois mon inculture corrigée, nous montons dans le 311, et là ça n'a rien à voir avec le 312. L'espace passager laisse place à un plan de travail pour le navigateur, le radio et les autres membres d'équipage. Ce qui choque aussi, bien que ce soit très logique, c'est que le cockpit est entièrement refondu pour être géré par un seul pilote, parce que la partie droite laisse accès à la bulle à l'avant pour l'opérateur de bombardement. Bah oui, cet avion ça reste un bombardier, hein. Il pouvait emporter des bombes sous les ailes parce qu'il n'a pas de soute, et à la place des bombes il pouvait monter aussi des missiles philo-guidés. Oui, ça existe. Un des projets futurs de l'Amicale, c'est justement de recréer des missiles SS-10 et SS-11 factices pour pouvoir équiper l'avion pendant les meetings. Et là, le rêve. On se plie en 4 et on arrive dans la bulle de bombardement. On est à l'étroit mais on profite vraiment d'une vue parfaite. Le viseur de bombardement est un viseur de l'US Air Force, et il est pour l'instant plus fonctionnel malheureusement. Nous revenons ensuite dans le poste de pilotage, et Florent nous montre qu'au sommet du fuselage, il y a une petite bulle qui servait à installer un sextant pour la navigation de nuit à l'époque. Puis il nous explique que l'année 2018 a été une grosse année, avec pas moins de 10 meetings pour les Flamands, alors que les autres années c'est plutôt 5 ou 6.
Et pour faire ça, ce sont des mois et des mois d'entretien et de maintenance pour garder les avions en état de vol. En gros, ça s'étale d'octobre à mars. Puis nous avons passé un bon moment à parler de recherche d'informations et de documentation aéronautique. Autant dire que pour ma série Nos avions oubliés, ça va pouvoir me servir. Et le monsieur que vous voyez là a déjà tenu dans ses mains un plan tracé par Willy Messerschmitt. Rien que ça, même si on dit plutôt Willy Messerschmitt. Bref, nous avons longtemps discuté avant de redescendre. Et c'était vachement bien. Bon, si vous avez aimé et que vous voulez voir plus d'images des Flamands, je vous mets la vidéo de la visite quasi complète de l'intérieur des Flamands dans les fiches. Le son est pas terrible, mais il y en a pour plus d'1 heure. Vous allez pouvoir trouver ce qui vous intéresse. Et je tiens à remercier énormément l'amicale des avions anciens d'Albert, pour 2 raisons bien différentes. La première, c'est pour l'accueil qui nous a été réservé, parce que c'était vraiment parfait. Et la deuxième, c'est pour le temps que tous les bénévoles donnent à l'association pour garder les Flamands en état de vol. Parce que sans des personnes qui donnent de leur temps comme ça, on n'aurait pas de belles machines dans ce genre-là sur les meetings, tout simplement. Si vous dites « ouais, j'aimerais bien faire ça aussi, mais j'ai pas des grosses compétences en mécanique, je suis pas ingénieur aéronautique », eh ben c'est absolument pas un problème. Alors évidemment, la plupart des personnes de l'association travaillent dans le milieu de l'aéronautique, parce que c'est leur passion, tout simplement, mais c'est absolument pas impératif. Il y a un mec de l'assos qui est boulanger, avec qui on a discuté, qui est aussi passionné que les autres et aussi utile que les autres au sein de l'association, et voilà, ils côtoient les ingénieurs aéros, ils discutent, ils travaillent ensemble et ils se rendent tous utiles et c'est ça qui est important. Si vous voulez contacter l'amicale des avions anciens d'Albert ou juste voir ce qu'ils font, ils ont une page Facebook, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas quoi, ils ont besoin de volontaires et ils en ont jamais trop. Deuxième chose, dans l'intro je parle de dessins pour les Flamands, ça va être un peu plus que des simples dessins, ça va être une bande dessinée complète qui va mettre en scène, forcément un d'assaut flamand et aussi des personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne. Voilà. Et dernière petite chose, vous avez peut-être pu voir dans le fond du hangar, il y a un avion jaune qui n'appartient pas à l'amicale et dont je n'ai volontairement pas parlé. Et si vous savez ce que c'est, il y a les commentaires qui sont là pour ça, dites-le moi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse mettre le commentaire qui va bien, le petit pouce bleu qui va bien, partagez la vidéo si vous voulez, et je vous dis à la prochaine.